tous et bienvenue dans Africactu numéro 8, produit par Global Africa Télésud et toujours en compagnie de notre ami Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE. Bonjour Alfred. Bonjour Emmanuel. Président donc de l'Institut de prospective et sécurité en Europe et qui revient justement d'Afrique, de Rabat Salé, où il était invité par l'université Mohamed V de Rabat et où il a donné, par monsieur, je vais le dire, le professeur Mohamed Benamou, professeur de la faculté de droit de Salé et président du Centre marocain des études stratégiques. Et Emmanuel, vous avez donné une interview vidéo à nos confrères de Maroc Diplomatie que je recommande, dont je recommande la lecture, mais vous le trouvez aussi sur Internet. Et bien justement, on va commencer par ça, par la vision atlantique du roi, l'initiative atlantique, comme vous l'appelez maintenant, à 30 ans. Et dans cette interview, vous énumérez les nombreuses valeurs ajoutées que cela représente pour le Maroc, pour toute la façade atlantique africaine. Et j'en dis pas plus. Je vous laisse nous raconter cette belle histoire. Oui, non, mais vous avez raison. C'était un sujet qui maintenant est devenu non seulement d'actualité, mais absolument diffusé dans tous les espaces de dialogue, de réflexion au niveau journalistique, au niveau académique au Maroc. J'ai été donc invité, comme d'autres collègues africains, pour plancher sur les résultats concrets de 25 ans de règne du roi Mohamed VI, puisqu'il est arrivé au pouvoir en 1999, succédant à son père, et donc d'ici quelques jours... Le 23 juillet. Il va y avoir donc la fête du trône, effectivement, le 30 juillet prochain, célébrant son arrivée, donc à son accession au trône le 23 juillet 1999, 25 ans de règne. Et donc l'idée, c'était de voir avec un certain nombre de collègues africains et marocains plus spécifiquement, quelles sont les initiatives novatrices. Et donc il en est une qui est à la fois une proposition qui conforte l'idée que le Sud global a besoin de trouver des ancrages concrets dans des projets. La façade atlantique 2030, c'est le nom consacré de cette initiative qu'a proposé le roi, Mohamed VI, le 9 novembre dernier, consiste à trouver une nouvelle articulation, une nouvelle architecture de sécurité panafricaine. On le sait, depuis 1991, existent 8 communautés économiques régionales. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe et Afrique de l'Est. Celle qu'on connaît le mieux, nous, puisque c'est avec elle que les relations sont les plus prégnantes au niveau diplomatique, militaire et singulièrement commercial, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Or, depuis 1991, depuis le traité d'Abuja, on se rend compte que le périmètre d'action des États africains a beaucoup bougé. Il y a une corrélation entre l'Afrique du Nord et les pays du Sahel. Il y a une nouvelle articulation d'une occidentalité africaine qui va du détroit de Gibraltar jusqu'au golfe de Guinée. Il y a une nouvelle approche panafricaine qui va de Tanger jusqu'au Cap, la ville du Cap et le Cap de Bonne-Espérance. Et donc cette initiative qui vise à fédérer 23 pays de la façade atlantique, du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud, à mon avis, correspond à l'urgence et les dynamiques géopolitiques du moment. Premièrement, on découvre la centralité de l'océan Atlantique comme un élément qui font jonction entre les pays émergents. Il y a de part et d'autre de l'Atlantique Sud les pays les plus émergents, ou en tout cas qui veulent s'imposer comme tels sur la scène internationale. Le Brésil, l'Argentine, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, et j'en passe. Donc une vraie coordination entre l'ouest et l'est de l'océan Atlantique. D'où cette logique de fédérer les 23 pays africains de la façade atlantique et les 25 pays caribéens, latino-américains, sud-américains du continent américain. Deuxième élément, quand on parle de la façade atlantique, inexorablement vient à l'esprit la coopération entre le continent européen et le continent africain. D'une certaine manière, cette initiative proposée par le Maroc vise à fédérer les États africains pour qu'ils puissent avoir
pour qu'il puisse s'établir un dialogue équilibré avec l'Europe de l'Ouest, du Portugal jusqu'à la Norvège, même si la Norvège ne fait pas partie de l'espace politique européen, mais bien de l'espace économique européen. Donc une forme de verticalité qui fait que cet appel du roi fait qu'on ne parle pas seulement de Tanger au Cap, mais bien de la Norvège jusqu'à l'Afrique du Sud, avec une dynamique, une verticalité. Notre ami Jean-Louis Guigou dirait une diagonale ou une transversale, une verticale, comme c'est le nom qu'il a choisi pour la nouvelle appellation de l'IPMED, une logique Afrique, Europe, Méditerranée, la Méditerranée étant le pont, 14 km, peut-être demain un tunnel, qui permettent de coaguler un espace économique, un espace civilisationnel, 4 fuseaux horaires entre l'ouest et l'est du continent européen, et bien évidemment des thématiques qui unissent les pays européens et les pays africains. L'initiative proposée par le roi vise aussi à désenclaver les États africains. C'est un élément qui jusqu'à présent était peu mis en exergue. Une bonne partie des doléances des 16 États africains enclavés, c'est de trouver des partenariats avec des pays qui ont une façade maritime, une façade océanique, soit dite en passant, océan Atlantique, océan Indien. Sur ces 16 pays enclavés, l'initiative du roi vise, par exemple, à désenclaver des pays avec lesquels un certain nombre d'organisations, la CEDEAO, un certain nombre de pays, la France, ont des difficultés ou sont dans une logique de rupture diplomatique. C'est tenu à Marrakech en novembre dernier, une initiative qui vise à agglomérer le Mali, le Niger, le Burkina Faso, plus le Tchad, dans une logique où ces pays ont besoin de trouver une capacité d'exporter leurs denrées alimentaires ou d'importer les besoins, les produits dont ils ont besoin pour la subsistance de leur population. Il y a encore quelques jours, à l'occasion de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine à Accra, au Ghana, s'est tenue une réunion au cours duquel Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, ont dit qu'il fallait travailler de concert pour permettre un désenclavement occidental pour les pays du Sahel, mais également permettre un désenclavement méridional vers les pays du Golfe de Guinée. Et donc cette coordination, cette capillarité fait que l'initiative de la façade atlantique trouve son pendant dans une logique d'interdépendance des économies africaines, qui va de pair avec une mise en place d'une zone de libre-échange continentale africaine. L'abolition des barrières douanières, l'unification tarifaire, l'augmentation indispensable du commerce intra-africain. Ouvrir les frontières, faire en sorte que les États africains commercent entre eux, alors que l'on sait que le continent africain est le continent qui commerce le moins entre les pays africains. On n'atteint pas 10%, sachant qu'en comparaison, 3% pour les moins ambitieux, alors que sur le continent européen, on est à 70, 80, peut-être même au-delà de 80% de commerce intra-européen. Donc, une nécessité vitale de trouver des interconnexions, de trouver des coopérations mutuellement bénéfiques, comme l'on dit. Avant-dernier point, la dimension énergétique et environnementale, qui va de pair. Les pays africains sont à l'aune d'un changement copernicien dans la manière de gérer leur économie liée aux richesses pétrolières et gazières qu'un certain nombre de pays africains découvrent ou développent dans leur exploitation. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Tchad, le Niger également, avec donc une arrivée colossale de moyens financiers qui vont transformer les économies africaines. On l'a dit ici et on le redit, prenons l'exemple du Sénégal, 1 milliard d'euros par an sur les 30 prochaines années, cela va métamorphoser l'économie sénégalaise avec plus d'inclusivité par rapport aux populations qui se sentent pas suffisamment adossées ou pas suffisamment intégrées dans le développement du continent du Sénégal. Cette initiative marocaine a de pair les projets d'infrastructures énergétiques,
le gazoduc, dont on parle depuis maintenant quelques années, qui va relier le port en eau profonde de Lekki, au Nigeria, à Tanger, Tanger-Med, premier port en eau profonde africain, 4e port mondial, qui fait jeu égal avec les ports européens et peut-être même avec les ports asiatiques. Donc avec un développement exponentiel de ce que le commerce africain peut ensuite permettre pour le développement du bassin méditerranéen d'un côté et le développement d'un redécollage du commerce euro-atlantique, parce que le pendant entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud est sans doute le dernier point sur lequel il convient d'avoir une réflexion. Pendant très longtemps, 75 ans précisément, on a pensé que la sécurité du continent européen dépendait de la dépendance sécuritaire que nous avions de l'autre côté de l'Atlantique, dans le cadre de la création de l'OTAN en avril 1949, avec cette idée que pour protéger le continent européen, les Américains, les États-Unis seraient toujours là. Or, force est de constater, avec une actualité prégnante ces derniers jours, que des interrogations se font de plus en plus vives pour savoir si c'est vraiment le cas aujourd'hui et peut-être demain. Donc une réflexion qui consiste peut-être à penser que la sécurité du continent européen est à chercher un peu plus au sud. Et que, in fine, la sécurité du continent africain, la sécurité du continent sud-américain et la sécurité du continent européen doit s'inscrire dans une autonomie stratégique, pour ne pas dire une moindre dépendance stratégique américaine. Et c'est ça aussi dont cette initiative est porteuse, une vraie réflexion sur le fait d'arrimer à un développement économique que ce projet va permettre des pays qui sont dans l'émergence, qui se reconnaissent à travers un certain nombre d'exigences, une nouvelle forme de souverainisme économique, un panafricanisme, mais qui est un panafricanisme qui n'est pas un panafricanisme régressif, mais un panafricanisme d'identité stratégique pour faire en sorte que l'Afrique ait sa voix sur la scène internationale. Je termine par ce propos. Lors de cette réunion de l'Union africaine qui s'est tenue il y a quelques jours à Accra, il fut question quasiment que de cela. Arrimer l'Afrique au G20 pour que l'unité africaine puisse permettre aux entrepreneurs africains d'être mieux entendus dans leur interaction avec leurs partenaires et bailleurs et créanciers internationaux, et puis tout simplement avoir et créer une identité stratégique africaine. Alors, on est bluffé quand même par les avancées marocaines sur le quart de siècle du règne déjà de Mohamed VI. Et on se réjouit. Je vais revenir à l'image qu'avait popularisée Hassan II, qui dit le Maroc est un arbre dont les racines s'enfoncent profondément en Afrique, mais dont le feuillage prospère en Europe. Et je pense qu'effectivement, cette verticale, selon la terminologie de Jean-Louis Guigou, que vous évoquiez à l'instant, c'est une chance pour l'Europe aussi, quoi. Donc c'est très positif. Alors moins positif, Emmanuel, c'est le Soudan. Depuis, donc on change de sujet bien sûr, tout le monde a compris. Depuis avril 2023, il y a une guerre fratricide au Soudan, dirigée par 2 généraux, dont l'un était l'adjoint de l'autre. Ça fait quand même des dizaines de milliers de morts et 10 millions de déplacés. Mais alors pourquoi? C'est quoi l'origine de ce conflit dont on parle quasiment jamais, mais pourquoi? Alors ce conflit est effectivement un conflit un peu oublié, en tout cas oublié dans les médias occidentaux. Il est très présent dans les médias arabophones, il est très présent évidemment vu d'un traitement anglo-saxon, forcément puisque le Soudan est une ancienne colonie britannique. Alors précisément, le Soudan, on viendrait presque à l'oublier, fait partie des régimes que l'on doit associer au régime militaire, puisque l'actuel président, le général Al-Bourhan, que vous évoquiez, est lui-même la conséquence d'un putsch militaire en avril 2019, qui met fin à un autre régime militaire, arrivé en 1989, avec le général Omar el-Béchir, condamné par la justice internationale et qui a été donc débarqué par un autre coup d'État militaire, entre guillemets plus vertueux, en avril 2019. Vous évoquiez les 2 généraux, le général Daglo, que l'on surnomme Hemeti, qui est le chef des
forces de RSF, donc les Rapid Support Force, les forces de réaction rapide, une sorte de milice de triste mémoire, car depuis 2016, ces coupes jarrets sont ceux qui ont littéralement saigné à blanc le Darfour. Hein, vous savez, ces milices janjaouides qu'on appelait comme telles, qui se sont transformées en une pseudo-milice d'autodéfense, mais en fait une milice, une force paramilitaire au service donc du gouvernement putschiste en avril 2019, qui aboutissait à la mise en place quelques semaines plus tard d'un gouvernement de transition, mais avec un gouvernement de transition qui a lui-même été débarqué, puisque actuellement la logique veut que les armes règnent en maître et que ce soit bien les deux contendeurs, le président d'un côté et son ancien vice-président, qui s'arrogent les éléments régaliens de la force pour essayer de convaincre la communauté internationale que l'un est plus légitime que l'autre. Donc le contexte est finalement, dans sa complexité, assez simple à avoir à l'esprit. Un peu comme en Libye, le Soudan est victime des ingérences extérieures, où un certain nombre de pays, en soutenant l'un contre l'autre, en armant l'un vis-à-vis de l'autre, sont en train de créer les conditions d'une guerre civile telle qu'elle est apparue à partir de 2013, 2 ans après la révolution en Libye, et qui continue malgré tout à empêcher le processus électoral. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les ingérents libyens sont à peu près les mêmes ingérents au Soudan. Vous avez d'un côté l'Égypte, qui soutient le général Al-Bourhan. Vous avez de l'autre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, qui pour des raisons convergentes, d'une certaine manière, soutiennent le général Hemeti, le général Daglo, Mohamed Daglo. Alors vous me direz, quelles sont les corrélations entre d'un côté la Turquie et le Qatar? Oui, par rapport à la logique donc de l'affiliation frérot-musulmane, d'où l'opposition égyptienne qui soutient le général Al-Bourhan sur le principe que le général Daglo est accusé d'être lui-même frère musulman. Les Émirats arabes unis, là aussi, avec une réunion il y a quelques jours assez étonnante, mais plutôt positive, entre le général Al-Bourhan et Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis, qui pour la première fois se sont rencontrés officiellement en disant qu'il fallait trouver une issue négociée à ce conflit. Vous l'avez dit, près de 10 000 morts, ce qui n'est pas beaucoup, entre guillemets, mais beaucoup de déplacés et un certain nombre de populations qui souffrent de la faim, puisque ce conflit, qui est apparu en avril 2023, donc quasiment 2 ans après le coup d'État qui avait porté au pouvoir ces 2 généraux, qui se sont entendus accessoirement pendant 2 ans, a créé évidemment les conditions, non pas d'une scission territoriale, il ne s'agit pas de cela, mais bien évidemment d'une guerre civile qui malheureusement rend caduques toutes les initiatives portées par la communauté internationale. La France, notamment, même si ce n'est pas sa zone naturelle d'investissement ou d'implication, avait estimé qu'il fallait suspendre le remboursement de la dette, pour ne pas dire annuler la dette, pour permettre à l'économie soudanaise d'être plus résiliente. On n'est plus du tout dans cette logique-là, puisque lors de la dernière réunion qui s'est déroulée à Paris, et de mémoire en fin mai, début juin, les 2 généraux n'étaient pas présents et le Premier ministre de transition lui-même était sollicité, mais le Premier ministre de transition n'est plus reconnu comme un Premier ministre de transition par les autorités soudanaises. Donc on voit qu'il y a une sorte de marigot dans lequel il va être très difficile de sortir. Mais encore une fois, pour résumer, c'est une guerre civile un peu oubliée qu'il ne faut absolument pas marginaliser, car l'avenir du Soudan est aussi la clé de voûte d'une stabilité régionale vis-à-vis de l'Éthiopie et de l'Égypte. En gros, le Soudan est peut-être le seul pays qui peut éviter qu'il y ait une confrontation militaire entre l'Égypte et l'Éthiopie pour la question du Nil, car le Nil traverse ces 3 pays, mais l'Éthiopie étant en amont,
forcément, il a la capacité de bloquer une partie des eaux du Nil, le fameux barrage de la Renaissance, qui perturberait et qui enlèverait potentiellement 30% du débit du Nil, ce qui est une condition littéralement de conflit. Le président Abdel Fattah el-Sisi l'a dit, en disant qu'il est prêt à faire la guerre à l'Éthiopie si cet élément advenait. Donc le Soudan est un élément matriciel aussi des conflits autour de lui. Le conflit en Libye, l'instabilité au Tchad, le conflit en Centrafrique, même si depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, c'est surtout la République du Soudan Sud, mais là aussi, l'interconnexion entre les deux est évidente. Et puis, bien évidemment, l'instabilité en mer Rouge. Je prends un exemple d'une actualité brûlante. Le drone qui a traversé toute la région allant du Yémen, de Port d'Hodeïda jusqu'à Tel Aviv, a traversé l'espace aérien du Soudan, ce que les Israéliens ont du mal à accepter, eu égard au fait que sur 2600 km, personne n'a intercepté ce drone qui, in fine, est venu s'écraser à 600 mètres du consulat américain, ce qui a provoqué une frappe massive israélienne sur le Yémen. Donc vous voyez que le Soudan est axial parce qu'elle est évidemment une partie importante dans la région. Merci Emmanuel, on n'avait pas conscience de la si grande importance du Soudan dans le jeu géopolitique régional. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, 3-4 minutes déjà. Je suis trop bavard, comme à chaque fois. Il faut m'interrompre, puisque c'est l'été... C'est vrai. Ah ben la prochaine fois, je vous interromps, d'accord. Puisque c'est l'été, malheureusement, il va y avoir beaucoup d'actu en Méditerranée sur des migrants qui vont essayer de la traverser. Bon, on va évoquer les propos de Madame Ursula von der Leyen, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le 18 juillet. Donc, elle a annoncé, donc, elle a été réélue présidente de la Commission européenne. Elle a annoncé sa volonté de tripler le nombre de gardes frontières et de gardes-côtes Frontex pour les porter à 30 000 au lieu de donc 10 000. Et du coup, on apprend que le budget de Frontex est de 845 millions d'euros en 2023, tandis que le budget de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile des migrants donc, est de 174 millions d'euros en 2023 également. Donc 845, 174, je veux dire, le commentaire va être de soi, mais je vous laisse le faire. En fait, vous avez résumé le propos. On investit nettement plus dans la protection des frontières de l'espace européen, accessoirement de Schengen, près de 900 millions d'euros, que dans l'accueil des migrants. Première réflexion, nous nous protégeons au lieu de trouver les moyens financiers pour aller à la source, pour éviter de devoir protéger les 13 500 km de frontières. Deuxième élément, Mme von der Leyen a beau jeu de rappeler le budget de Frontex, qui s'appelait Frontex à sa création en 2006, et qui ensuite a été rebaptisé Agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières, dont le siège est à Varsovie. Alors, c'est un budget important, puisqu'on partait de très peu, moins de 10 millions d'euros. C'était 6 millions. Oui, c'est ça, 6 millions. Moins de 10 millions d'euros à sa création, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, donc sous l'appellation Frontex, puis une montée en puissance. Néanmoins, ce que Mme von der Leyen oublie de dire, au-delà du chiffre de l'Agence européenne de l'asile qui se trouve à La Valette, là on est à 194 millions, donc moins de 200 millions. Donc vous voyez, c'est une multiplication par 3. Sauf que l'argent généré par les filières, les filières criminelles ou les filières d'immigration illégale, selon un rapport d'Europol, c'est 5 milliards d'euros. Donc vous voyez que même si le budget augmente, même si nous recrutons 30 000, on va passer de 10 000, le personnel de Frontex à Varsovie, c'est pas plus de 600 personnes dans la gestion administrative, donc de la gestion de toutes les frontières et donc de toute la capacité donc d'accueil ou de protection de nos frontières, donc des 27 pays de l'Union européenne. Mais on va passer de 10 000 à 30 000 gardes-frontières et gardes-côtes, donc bien gardes-frontières et gardes-côtes, c'est frontières maritimes comme les frontières terrestres entre la Biélorussie et les 3 États baltes, avec la Pologne. On se souvient que le président Loukachenko avait utilisé l'art migratoire en laissant passer des migrants pour mettre pression
sur les frontières lituaniennes et polonaises, frontières entre la Turquie et la Bulgarie, entre la Turquie et la Grèce, le long du fleuve Evros qui matérialise la frontière entre les deux. Ce qu'elle oublie de dire, encore une fois, c'est qu'on va passer de 10 000 à 30 000, mais que ça ne suffit pas. Et qu'accessoirement, on a quand même, c'est un peu une sorte de tonneau des Danaïdes, on met beaucoup d'argent, mais en face d'eux, nous, disons-le comme ça, on a des filières de plus en plus organisées, des organisations cartellisées, les mafias qui se sont repositionnées, les mafias italiennes notamment, qui se sont repositionnées sur ce business. Et malheureusement, comme chaque été, il y aura une recrudescence des migrants qui vont mourir en traversant la Méditerranée, avec cette logique imparable qui fait que, malgré toute la bonne volonté du monde et une démarche humaniste que nous devons avoir pour essayer de trouver un moyen d'accueillir ces populations, nous ne trouvons pas les ferments pour que cette situation n'advienne pas. Et c'est là toute, en fait, la logique de, disons, l'incohérence du propos ou la quadrature du cercle, imaginons-le comme ça, utilisons cette image, c'est que, alors que nous devrions investir beaucoup plus dans la prévention, dans la fixation ou permettre à ces populations d'envisager une destinée digne d'être incluses dans la société, nous mettons beaucoup plus d'argent pour trouver une solution en aval qui ne permet pas humainement de traiter la situation. C'est un peu, si vous m'autorisez la comparaison, sur la dimension des conflits. On évoquait le Soudan. Nous investissons beaucoup plus dans la gestion des conflits, dans la résolution des conflits, que dans la prévention des conflits. Sur la question migratoire, cet exemple mis par Mme von der Leyen, elle s'en vantait, mais d'une certaine façon montre à quel point nous sommes un peu désarmés face à cette réalité. Oui, mais alors, est-ce que les démocraties occidentales, comme on dit, mais ce n'est pas une question, hein, c'est juste un petit commentaire, parce qu'on a dépassé le temps, sont en capacité, comme on dit aussi, de faire de la prospective, puisqu'elles sont tout le temps plongées dans le court-termisme électoral. Je laisse ça en réflexion pour l'été. Absolument. Et juste une phrase pour compléter votre propos. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, disait que notre plus grande faiblesse, c'est que nous soyons des démocraties. Car les démocraties combattent beaucoup plus lentement ceux qui veulent obérer le principe démocratique. Merci Emmanuel. Donc on se retrouve pour l'émission de rentrée. Mais pour l'instant, nous allons recevoir 2 avocats parisiens qui ont été les principaux rédacteurs d'un rapport sur l'avancée démocratique de la République démocratique du Congo, constaté à la suite d'un travail autour de l'élection présidentielle de décembre 2023. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Nous accueillons 2 éminents avocats parisiens, Maître Pierre Mascard et Maître Charles-Stéphane Marchiani, qui sont les principaux co-auteurs d'un rapport Briard-Kimia, voulant dire paix en Lingala. Tout à fait. Évidemment, tout à fait. Ce rapport sur la République démocratique du Congo, dont le sous-titre est « Une démocratie en voie de consolidation ». On s'en réjouit déjà, donc Maître, bienvenue. Et merci beaucoup Alfred. Dans l'introduction de votre rapport, vous écrivez que ces élections de décembre 2023 ont représenté un processus complexe. Alors pourquoi ce mot complexe ? Complexe parce que la RDC a dû faire face à un certain nombre de défis pour organiser ces élections. Il y avait des défis sécuritaires à l'Est, puisqu'il y a la guerre, des défis technologiques, puisqu'ils ont utilisé les machines à voter, et il y avait des défis logistiques énormes. Donc il y a une complexité dans l'organisation même des élections. Alors, défis logistiques, on imagine volontiers, parce que
Bon, c'est un très grand pays qui fait plus de 4 fois la France. Ben oui, oui. L'ambassadeur de RDC a l'habitude de dire que entre la distance entre Kinshasa et Lubumbashi, c'est la distance entre Paris et Moscou. Ouais. Donc il faut imaginer organiser des élections entre Paris et Moscou. Enfin, Oui. je dirais, on dirait en termes de distance et de taille. Ben voilà. Enfin bon, on n'ira pas jusqu'à Moscou, nous, mais 100 millions d'habitants aussi. 100 millions d'habitants, Donc, tout à fait. effectivement. Donc c'est complexe. Alors- Mais je crois qu'un point important, c'est la guerre. Hein. Enfin, Oui, alors un des éléments majeurs qui explique la complexité dans l'organisation de ces élections, c'est, il ne faut pas l'oublier, la situation de guerre qui existe actuellement en RDC. Une guerre qui dure depuis 1994, en fait, en réalité, dans la continuité des événements tragiques qui ont eu lieu au Rwanda avec le génocide. Et cette situation de guerre qui perdure, c'est une guerre chaude. Hein. C'est une guerre chaude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 7 millions de déplacés sur le territoire congolais, donc c'est déjà 7 millions d'électeurs qu'il est difficile de faire voter. Et on a une grande partie du territoire congolais qui est occupé, ça a été étayé, je crois, le 8 juillet dernier par un rapport de l'ONU, par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, à titre de comparaison, on a une situation de guerre en Ukraine, pays également occupé. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Celle-ci devait se tenir le 31 mars 2024, sous l'empire de la loi martiale en vigueur en Ukraine pour cause de guerre. Elles ont été reportées sine die. La RDC, malgré cette situation de guerre et ces millions de déplacés, a réussi à tenir ces élections présidentielles. Il faut le souligner parce que ce n'était pas facile. Très bien, maître. Mais en quoi, pardonnez-moi, donc j'ai oublié de dire que cet ouvrage, vous l'avez conduit à l'initiative des Rendez-vous d'Afrique, qui est votre cercle d'influence et de réflexion. Mais la question en amont, c'est en quoi vous, avocat, étiez légitime à conduire ce travail ? Il faut regarder les auteurs. Hein. Effectivement, nous ne sommes pas les seuls auteurs. C'est un collectif de quatre avocats et professeurs, puisqu'il y a Maître Briard, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, dont la compétence est reconnue en matière de contentieux électoral, en France et à l'étranger. Vous avez le professeur Thierry Rambaud, qui est un professeur de droit constitutionnel, qui est un constitutionnaliste, qui est intervenu dans plusieurs pays au Moyen-Orient et en Afrique. Mon confrère Marcani, ici présent, est associé, lui-même fait du contentieux électoral, et moi également. Par conséquent, je pense qu'il y avait une certaine légitimité à s'intéresser, dans le cadre des Rendez-vous d'Afrique, à ce processus électoral au Congo, en sachant que notre regard était totalement extérieur, puisque nous ne sommes absolument pas partie prenante dans la vie politique ou même dans la société civile congolaise. L'objectif pour nous, c'était d'essayer de comparer ce cycle électoral avec les précédents. Et peut-être même d'apprendre quelque chose, parce que vous savez, la devise des Rendez-vous d'Afrique, c'est apprendre de l'Afrique et pas apprendre à l'Afrique. Donc l'idée, c'était pas de donner une leçon, évidemment, au Congo, mais c'est peut-être en tirer pour nous des leçons sur des points qui nous concernent les uns et les autres, qui est la défense de la démocratie, son développement dans les différents pays du monde et en Afrique en particulier. Alors la consolidation démocratique, elle s'exprime notamment au travers du nombre de candidats, parce que dans bien des pays, on a pu observer que le nombre de candidats est curieusement limité, et à la sortie, on a des plébiscites, quoi. Alors, je crois que vous faites effectivement un petit peu allusion aux dernières élections rwandaises, au mois de juillet, effectivement. Quand on pense en RDC, on pense souvent, par contraste, au Rwanda. Ça a été le cas au Rwanda, en RDC, ça n'a pas été le cas. 26 candidats. Oui, voilà. 26 candidats, 2 femmes. Et puis surtout, parmi ces 26 candidats, tous les acteurs politiques qui pèsent et qui voulaient se présenter étaient présents. Il n'y a pas eu de barrage organisé ou d'inéligibilité déclarée avant le début du scrutin. Tous les grands ténors qui étaient les challengers étaient présents. Alors, parmi les avancées, on va dire, démocratiques, il y a aussi le nombre de candidats aux législatives.
Donc là, j'ai noté 25 429. C'est pareil, donc tout le monde pouvait se présenter en fait. Par ailleurs, on sait qu'il y a 900 partis. Alors là, Oui. c'est peut-être un problème. Mais pourquoi il y a autant de partis? C'est un atout et c'est aussi un désavantage. Hein. Ouais. Alors il faut rappeler que sous Mobutu, il n'y avait qu'un seul parti et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a 900 partis. Mais en même temps, ça provoque un émiettement, hein, effectivement, sur le plan politique. Et aujourd'hui, au Parlement, on a bien vu la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une coalition, mais le parti du président lui-même, sur 500 députés, n'en a que 70. Donc pour gouverner, il est obligé, effectivement, d'être dans une coalition plus large. Et donc, c'est certainement source de démocratie, hein, le nombre de partis, mais ça peut être aussi un obstacle à la démocratie, en cas particulier. Il faut dire aussi que donc, la RD Congo compte 200 langues, 250 ethnies. Donc c'est évidemment très difficile. Et parmi les avancées démocratiques, on peut encore noter que le nombre d'électeurs enrôlés s'élevait à 25,7 millions en 2006, 43 millions en 2023. Et bon, voilà, donc 67% d'augmentation sur la période. Oui. C'est enrôler les électeurs dans un territoire si vaste et on va dire rural, enfin où. Oui, et dépourvu. Alors, le de... territoire, on a beaucoup insisté là-dessus parce que c'est quand même une singularité. Hein. C'est 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 5 fois la France. Il n'y a pas d'infrastructure digne de ce nom, et c'est faire ici injure à personne que de le dire en RDC, en raison spécialement de la géographie. Hein. Le bassin du Congo, c'est de la forêt vierge, c'est un atout pour l'humanité, mais on ne peut pas avoir les avantages et les inconvénients. Bien, il n'y a pas de ligne intérieure. Aérienne intérieure, notamment entre les principales villes du pays. Donc organiser des élections, et notamment en amont, l'enrôlement de la population sur ces listes, aller toucher dans certains villages reculés des populations pour les inscrire sur les listes, mener parallèlement toutes les opérations nécessaires en matière de vérification d'identité, enfin s'assurer que les personnes ne sont pas inscrites 2 fois au même endroit. Parce qu'il n'y a pas de carte d'identité. Hein. Oui, c'est ça. Exactement, distribuer à ces personnes une carte d'électeur afin de s'assurer que c'est la bonne personne qui va voter au bon endroit par rapport à la bonne liste. Enfin, c'est un travail colossal, c'est un travail d'Hercule. Donc vous êtes en train de dire qu'on peut avoir une carte d'électeur sans avoir de carte d'identité? Mais c'est la carte d'électeur qui joue le rôle de carte d'identité aussi. Hein. D'où l'importance de l'établissement du fichier électoral. On l'a vu dans les précédents cycles électoraux, on le voit dans ce cycle électoral à nouveau. Et ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a une amélioration par rapport aux précédents cycles électoraux. Oui. C'est ça l'objectif du rapport, hein, c'est de toujours comparer. C'est pas dire que tout a été parfait, hein, loin de là. C'est de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire est-ce que par rapport aux précédents cycles électoraux, il y a une amélioration, et une amélioration sur le plan de la démocratie élective. Et pour nous, le constat, c'est que contrairement à ce que beaucoup ont voulu dire ou ont rapporté, il n'y a pas eu le chaos. Il n'y a pas eu de chaos. C'est faux de dire que c'était le chaos. Il y a eu des lenteurs, évidemment, il y a eu des ratés, il y a eu des erreurs, mais globalement, le processus s'est amélioré par rapport au processus précédent. Oui, et puis il n'y a pas eu de réelle contestation. Et il n'y a pas eu de réelle contestation. Il y a très peu de contentieux, en réalité. Ouais. Et je dirais que sur la sincérité du scrutin n'a pas été remise en cause. Et n'a pas été remise en cause notamment par la société civile et les églises chrétiennes qui jouent un rôle très important en matière de contrôle et d'observation des élections. Oui, parce que alors, j'ai noté la Cour constitutionnelle a réattribué 46 sièges sur les 477, donc c'est à peine autour de 10%. Donc, parce qu'il y a 50 000 bureaux de vote quand même. C'est énorme. Est-ce qu'on a retrouvé quelque part des paquets de 10 bulletins de vote scotchés Ça, c'est à l'Assemblée nationale française. Ah, ben oui, c'est en France, pardon, excusez-moi. Bon, alors... Non, juste
Alfred, si Oui. vous me permettez. Je vous en prie. Là où il y a des possibilités de progresser, c'est en ce qui concerne le taux de participation. On l'a dit, vous l'avez souligné, le nombre d'électeurs inscrits sur les listes a augmenté, le nombre de candidats a augmenté, le nombre de partis est peut-être trop important pour être efficient, mais tout ça sont des signes d'un dynamisme de la vie démocratique congolaise. Par contre, là où il y a peut-être possibilité de progresser, enfin peut-être sûrement, c'est en ce qui concerne le taux de participation qui, pour ces élections présidentielles, était à peu près de mémoire, 43%. Bon, c'est faible. C'est faible pour une élection majeure comme celle-ci. Et là, il y a véritablement un terrain où il est possible de progresser. Ça peut être fait de différentes façons, une sensibilisation plus importante de la population, davantage de communication de la part des pouvoirs publics. On rejoint encore une fois la question des infrastructures pour permettre aux gens d'accéder au bureau de vote et de voter effectivement. Voilà, là il y a véritablement un terrain qui peut aider à consolider encore davantage, peut-être à l'occasion du prochain cycle, on mesurera le taux de participation, la démocratie congolaise. Certainement, mais concernant les infrastructures, il y a eu des innovations, la machine à voter, et puis aussi le vote électronique, non? C'est la machine qui permet de voter à distance. C'est une machine à voter, ouais. Qui en réalité est un outil. Quand on regarde les rapports d'observation, puis alors nous, il faut dire aussi qu'on est allé sur place, on a rencontré un certain nombre d'acteurs politiques et de la société civile. Globalement, ces machines à voter ont plutôt bien fonctionné. Et la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, si elle a invalidé certains élus, c'est certains qui ont commis des fraudes, qui avaient détourné des machines à voter pour les emmener chez eux, etc. Mais ça reste à la marge. Et c'est vrai que dans notre rapport, on fait des propositions pour qu'effectivement, il y ait un meilleur contrôle encore de l'utilisation de ces machines à voter. Très bien. Alors, les préconisations, notamment vous préconisez un scrutin présidentiel à un tour, et vous ajoutez qu'il s'impose qu'une solution pragmatique. Un tour, c'est bien en même temps... 900 partis, imaginons qu'il y ait 900 candidats, il y a un problème de recevabilité de la candidature, non? Vous avez un seuil minimum oui, de représentativité? Alors ça, c'est plus pour les élections législatives. Pour les présidentielles, il y avait 26 candidats, ce qui était déjà énorme. Parce que, en fait, les candidats doivent avoir le soutien de plusieurs partis, si vous voulez. Donc, ce sont des coalitions. Et donc, vous aviez déjà 26 candidats, ce qui était énorme. Maintenant, le problème se pose plus pour les élections législatives, je pense. Oui. Pour les élections législatives, il y a, vous l'avez rappelé, 500 députés à l'Assemblée nationale, 500 sièges à l'Assemblée nationale congolaise. Et ces 500 députés sont élus à la proportionnelle sur un certain nombre de circonscriptions par province. Pour éviter un éclatement entre un trop grand nombre de partis, il y a des règles qui ont été posées en amont et en aval. Ces règles sont un seuil de recevabilité, c'est-à-dire que pour chaque province, vous avez un nombre X de candidats qui doivent figurer sur la liste en fonction de la population, d'accord ? Et 60% au moins des sièges doivent être pourvus par une liste, de manière à ce que les tout petits partis qui n'auraient pas assez de candidats ne puissent pas interférer et participer à l'émiettement du nombre de députés élus. Et puis, vous avez en aval un seuil de représentativité, c'est-à-dire que pour participer à la répartition des sièges au niveau de la circonscription intéressée, il faut que le parti auquel la liste en cause est rattachée ait fait plus de 1% des voix au niveau national, de manière à ce qu'on soit sûr que ce ne soit pas un parti uniquement régional, mais aussi un parti régional. Voilà. Ce sont les mécanismes qui ont été mis en place et qui ont très imparfaitement marché,
puisque, comme Pierre le rappelait tout à l'heure, aujourd'hui, au Parlement, aucune majorité véritablement nette ne s'est distinguée. Sans coalition. Avec la coalition, il y a une majorité. Oui, mais sans coalition, c'est- et on a quand même tardé dans Le- la mise en place d'un gouvernement. Actuellement, le pays est gouvernable. Ils ont réussi à trouver une coalition de gouvernement. Ah oui, 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 tout à fait, puisque la coalition du président est arrivée majoritaire, mais c'est une coalition, donc il y a plusieurs partis. De relativement majoritaire, c'est ça? Non, non, elle a la majorité absolue, Ah, simplement. ça. Oui, mais il faut, au sein même de la coalition, il y a des discussions, parfois entre partis, et on voit que le président a mis quand même quelques mois avant de pouvoir former son gouvernement. Vous avez parlé des provinces, mais il y en a combien de provinces dans ce si grand pays? C'est l'équivalent de nos départements, on peut dire, enfin en plus grand, mais... Non, alors, ça a changé. Il y a 26 provinces. Ah bon, bah, c'est comparable à nos Oui, c'est des régions. grandes provinces. Enfin, en termes de nombre Par d'entités, rapport à- d'accord. Alors, dans vos préconisations, vous évoquez la question de la participation des femmes et vous proposez des mesures pour faciliter la participation des femmes. Oui, alors il y a des dispositions législatives qui ont été votées. La question, vous savez, c'est toujours la mise en œuvre et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanction particulière pour la mise en œuvre de ces mesures qui doivent permettre à davantage de femmes d'être candidates. Et d'ailleurs, c'est une volonté du président congolais qui, d'ailleurs, a choisi une femme comme Premier ministre. Oui. Et donc, certainement qu'elle améliorera ce texte et sans doute mettra des sanctions pécuniaires pour obliger les partis, si vous voulez, à avoir des candidats plus diversifiés, notamment des candidats femmes. Je voudrais juste un instant revenir sur la question d'un seul tour, si vous voulez, dont vous parlez, que ce soit pour les présidentielles que pour les législatives. Certains disent que c'est moins démocratique que 2 tours. C'est pas évident, si vous voulez. C'est pas évident quand on regarde la France. Au on voit Royaume-Uni, bien. c'est comme ça. Au Royaume-Uni, c'est comme Déjà, ça. bon. Quand on regarde en France, effectivement, il y a 2 tours, mais on voit bien les dernières élections législatives qui ont quand même donné lieu à débat sur l'aspect démocratique des désistements. Par conséquent, ça peut se discuter 1 tour ou 2 tours. Et il y a un problème au Congo, c'est que ça coûte très cher, les élections. C'est un pays quand même où il y a une grande pauvreté. Ouais. Et donc, organiser 2 tours, ça coûte très cher. C'est une information d'intérêt général sur la RD Congo. En 2003, elle a un PIB de 69 milliards de dollars. Et si on veut le comparer à l'Égypte, qui a la même population, 100 millions, ben, l'Égypte fait 4 fois, 399 milliards. Donc oui, c'est un pays pauvre, et puis il est très mal classé. L'IDH est au 180e sur 193. En même Donc, temps, c'est il y a un peu eu un pauvre. certain nombre d'efforts qui ont été faits, Alors, notamment sur le plan économique et financier. oui, au niveau budgétaire, il faut savoir qu'en 2018, le budget de la République démocratique du Congo, c'était à peu près 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars, pays de 100 millions d'habitants. Il y a eu des gros efforts qui ont été faits pendant le premier quinquennat de Tshisekedi, notamment sous la houlette du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui ont repris les choses en main, ont réussi à refaire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, ce qui a permis d'arriver à un budget proche de 24 milliards de dollars. Donc l'argent est là au Congo. Le pays est riche, mais l'argent ne rentre pas dans les caisses. C'est vrai aussi qu'ils ont un taux d'endettement bien inférieur à celui que nous avons. Autour de 20%, je crois. C'est beaucoup plus faible. Ouais. Revenons à notre sujet. Oui. Et il y avait la question de la diaspora. Je crois qu'elle n'a pas encore le droit de vote. Ah ben c'est la première fois que la diaspora a pu voter Oui, dans 5 pays, c'est ça? dans 5 pays, dont la France. Et ça a été particulièrement un succès en France. Et l'ambassadeur de RDC témoigne, chaque fois qu'on lui pose la question, de la bonne ambiance qui s'est déroulée lors de ces élections à l'ambassade du Congo ici à Paris. Et donc ça, c'est une vraie avancée démocratique. Est-ce que la participation, le taux de participation
parmi la diaspora était supérieur au taux national. Alors nous n'avons pas ces informations statistiques, D'accord. mais ce qui est certain, c'est que c'est une avancée majeure parce que la loi électorale avait été modifiée il y a quelques années pour permettre justement aux gens de la diaspora congolaise de voter. Parce qu'initialement, pour voter, il fallait être physiquement sur le territoire congolais. Tout Congolais pouvait voter, mais devait se trouver physiquement au Congo. La loi électorale avait été modifiée, mais elle n'avait jamais reçu corps. N'avait jamais pratiquement mis en œuvre cette mesure. Et là aussi, c'est une première de cette élection. Ça a été fait. Alors, les esprits chagrins ont regretté que ça ne soit pas le cas au niveau de tous les consulats congolais dans le monde, mais que ça l'a été seulement dans 5 pays. Bon. Comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. C'est un début, ça a été fait, cela n'avait jamais été. Il y a certains autres pays d'Afrique où la diaspora n'a pas le droit de vote. Exactement. Exactement. Donc, alors, il y avait aussi une question sur la double nationalité. Alors ça, c'est dont vous parlez dans votre rapport. Tout à fait, parce que c'est un sujet récurrent dans le débat public congolais. On en a d'ailleurs beaucoup parlé à l'occasion du superbe parcours effectué par les Léopards lors de la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier, où beaucoup de joueurs en fait étaient de notoriété publique, qu'ils avaient une double nationalité en raison des endroits où leur carrière avait pu les mener. En fait, c'est l'article 10 de la Constitution actuelle qui prévoit que la nationalité congolaise est une, mais surtout exclusive. Et la loi de 2004 sur la nationalité, prévoit que si un Congolais obtient une nationalité étrangère, il est ipso facto déchu de sa nationalité congolaise. Bien. Aujourd'hui, cette prohibition n'a plus vraiment, selon nous, de justification. Elle était initialement justifiée par le souci de préserver en fait l'unité du pays et d'éventuelles velléités sécessionnistes, notamment en raison des événements qui pouvaient avoir lieu à l'est du pays. Cette trame des événements de l'Est, c'est quand même fondamental dans la vie politique congolaise. Aujourd'hui, elle n'a plus vraiment d'intérêt et beaucoup de responsables congolais, beaucoup des représentants de la société civile avec qui on a pu s'entretenir estiment qu'il y a là peut-être une certaine hypocrisie et que l'article 10 de la Constitution pourrait sans doute être révisé, surtout que celui-ci ne fait l'objet d'aucun verrouillage constitutionnel. Donc c'est sûrement quelque chose qui sera mis dans le débat public prochainement. Et je crois d'ailleurs, Pierre, que le président Tshisekedi en a parlé. Ici, à Paris, lorsqu'il est venu, il a laissé entendre effectivement que ça pourrait évoluer sur cette question de la double nationalité. Une dernière petite question, parce que nous arrivons au terme de l'émission. Pardon. Vous notez dans votre rapport la faible participation des partis politiques à certaines phases du processus électoral, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire faible participation à quoi? On se pose la question de quoi ils veulent parler. Alors, ça rejoint en fait, on a évoqué ce point surtout par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la faible participation des électeurs, des gens inscrits sur la liste électorale. Et une des façons d'augmenter cette participation, c'est certes, il y a un rôle des pouvoirs publics, de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du ministère de l'Éducation nationale, pour sensibiliser les gens au processus électoral. Mais les partis politiques peuvent aussi jouer un rôle plus important, notamment en déléguant davantage auprès de la CENI des représentants de leur parti, d'accord, pour rentrer comme, observateur dans le processus électoral et donner de la caution, davantage de caution à celui-ci et donc inciter les gens à aller voter.
Maître, est-ce que vous voulez évoquer un dernier point, mais rapidement, que... Moi, je voudrais juste que j'aurais évoquer raté. la reconnaissance internationale, Oui, qui est, me semble-t-il, un point important quand on compare ce cycle électoral avec les précédents. Puisqu'il y avait plus de 30 chefs d'État africains. Enfin, nous, on était présents à cette investiture. C'était très impressionnant. Et ce qui était d'autant plus impressionnant, c'est que la Cour constitutionnelle a tenu une séance dans le stade des Martyrs. C'était très pédagogique pour les Congolais. On voyait cette Cour constitutionnelle qui expliquait les élections, les résultats et le président qui a prêté serment. Il faut rappeler qu'au précédent cycle électoral, un seul chef d'État était présent. oui, ça fait une différence. Donc c'est une très grosse différence. Et il y avait beaucoup de délégations étrangères. Et ça, c'est vraiment un signe que le Congo a une certaine vitalité démocratique. Et c'est d'autant plus important dans un continent où effectivement il y a un certain nombre de reculs de la démocratie. Alors, chers amis, voilà le rapport dont on parle depuis une demi-heure. Vous pouvez vous le procurer gracieusement, je crois, Oui. sur le site... Soit des sur le rendez- site des Rendez-vous d'Afrique qui est lerdva.com ou sur Amazon ou en nous écrivant à l'association 30 cours Albert Ier. Je répète, lesrdva.com. .com. Voilà. Merci et à bientôt.